j'ai toujours été à fond dans le boulot, donc ils savent que j'ai du mal à lever le pied. Mais on va dire que le côté enfant, quand même, d'avoir des enfants, ça te fait relativiser un peu et te dire que le temps passe vite, quoi. Donc il y a des moments où il faut faire des choix et voilà. Et c'est sûr que ouais, je prends quand même plus le temps pour ma famille que je le faisais avant. Avant, sur la première boîte de coaching, comme je t'ai dit, je travaillais du lundi au dimanche et on faisait peut-être un week-end par an. Alors on faisait les rois du pétrole pendant un week-end, tu vois. Mais je prenais un week-end par an, quoi. Les vacances, je connaissais pas, quoi. Ouais. Donc, encore aujourd'hui, j'ai du mal à en poser, hein. Si je te montre mon compteur de vacances salariés, la comptable, elle me dit ils vont disparaître, quoi. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Maxime Rioux, coach sportif sur Montpellier et responsable fitness chez Artemisia, qui sont des résidences pour étudiants. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Maxime. Comment utiliser des leçons de natation pour vendre des séances de coaching sportif. On verra une technique sous-exploitée pour trouver des clients. Comment bien s'associer. Comment se relancer après un échec. Faut-il choisir entre le mode indépendant ou le mode salariat? Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Maxime Rioux. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Maxime Rioux. Salut Max. Salut Andy, salut à tous. Alors moi, j'ai eu la chance de te rencontrer lors d'un congrès séminaire que Fitness Challenge organisait. Et donc, j'ai voulu te faire intervenir sur le podcast. Est-ce que déjà, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, moi, je m'appelle donc Maxime Rioux. Je suis basé sur Montpellier, coach sportif et responsable d'une marque de salle de sport maintenant. Excellent. Et j'aime bien revenir à l'essence même. Le Max tout petit, c'était qui? C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, qui était agité, qui avait une envie justement de se lancer au niveau sportif. C'était qui? Alors, le Max tout petit, c'était quelqu'un de plutôt, on va dire, calme, toujours calme, mais qui aimait bien bouger. On va dire, j'étais pas une tempête dans la maison, mais j'aimais bien faire des activités. Tous les week-ends, j'étais dehors. J'ai un papa qui était très sportif, donc du coup, j'ai toujours été habitué à ça. Je faisais beaucoup de vélo, de la natation, j'ai touché un peu à tout, et après beaucoup de natation en compétition. Ok. C'est à partir de quel âge que tu as commencé la natation? Enfin, plus justement sur la compète et tout. On va dire à partir de la 6e. Ok. Ouais. 6e, et puis progressivement, c'est devenu vraiment mon sport. Au début, je touchais à d'autres petits sports à côté. Voilà, et après, c'était vraiment ça. Je m'entraînais tous les jours de la semaine, voire 2 fois par jour, et le week-end compète, quoi. Ok. Donc, du coup, pour avoir accompagné des nageurs, c'est là où tu as découvert un peu la prépa physique? Tu as commencé à toucher l'entraînement, à soulever des charges, des choses comme ça? C'est ça, c'est que du coup, dans mon parcours de natation, j'ai eu la chance d'aller faire des stages un peu partout en France, liés pour des qualifs de championnat ou de choses comme ça. Et du coup, on faisait en plus de nos entraînements toujours un peu de prépa physique muscu. Après, à l'époque, c'était vraiment, on va dire,
très, très superficielle par rapport à ce qui est aujourd'hui. Ok. Et c'était en quelle année ça? Bon, on va dire que j'ai fait de la compète de ma 6e jusqu'à on va dire peut-être le terminale, terminale, jusqu'à la terminale. Ok. Ouais. Après les grandes études m'ont moins permis de m'entraîner autant et voilà. Et du coup, tu t'es dirigé vers quel type d'études? Au début, j'ai fait un premier chemin qui n'était pas forcément le mien parce que mon père étant ingénieur, on traînait dans un cercle, on va dire familial, où les gens faisaient ça. Donc du coup, j'aimais bien aussi. T'étais prédestiné à être ingénieur alors? Je sais pas. Est-ce que voilà, mais c'est ce que j'aime me raconter en tout cas. Mais j'aimais bien la partie technique et voilà. Et donc du coup, je suis parti en école d'ingé pendant un an. Sur La Rochelle, avec pour objectif à la base de travailler pour de la construction de bateaux, des choses comme ça. Voilà, donc rien à voir avec le milieu du sport. Mais une fois dedans, je suis passé de la terminale où je m'entraînais 2 fois par jour, tous les jours de la semaine, à l'école d'ingé où j'avais à peine le temps de caser un entraînement si je voulais pas trop baisser au niveau des notes. Voilà, et je me suis rendu compte qu'au final, au bout de la fin de l'année, c'était pas pour moi. Parce que j'avais ce besoin de m'entraîner et les gens autour de moi le week-end, eux, ils faisaient de la programmation de jeux vidéo ou de choses comme ça. Et moi, j'avais besoin de faire du sport, on va dire. Et donc, je ne me suis pas reconnu dans ce milieu. Je me suis dit, c'était peut-être pas ma voie. Est-ce que tu crois que si tu avais, enfin, tu vois, si les études, elles étaient faites pour aussi allier le côté un peu sportif, parce que le sport, bon, il y a la performance, mais il y a aussi le côté un peu mental qui permet d'être, je pense, plus performant aussi à l'école. Est-ce que tu crois que du coup, tu aurais eu cet équilibre-là entre le sport et tes études d'ingé? Est-ce que tu crois que tu aurais continué du coup? Alors, c'est possible que si j'avais pu faire du sport pour me libérer l'esprit, et voilà, et pas être focus que sur la partie ingé, j'aurais peut-être continué. Après, je pense que voilà, j'avais plus la possibilité de faire du sport parce que j'étais peut-être trop à la ramasse sur le côté, on va dire, intellectuel de l'école d'ingé. Et que du coup, je privilégiais ce côté-là, mais mon bien-être, il n'y était plus, quoi. Je me reconnaissais plus dedans, quoi. Donc, ça a duré 1 an et du coup, à la fin de cette année-là, c'est là où tu décides de voir quelqu'un. J'adore le sport, donc je vais voir ce qu'il est possible de faire, non? Exactement, c'est ça. Du coup, ça s'est passé un peu comme ça. Je me suis dit, voilà, ce qui t'a manqué le plus cette année, c'est le sport, pouvoir bouger. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Donc, je me suis remis en question. C'était pas facile parce que mes parents avaient mis de l'argent quand même dans mon année d'école d'ingénieur. Et leur dire que, on va dire que leur dire que je vais partir faire STAPS et prof de sport peut-être, c'était peut-être moins élitiste ou quelque chose comme ça. Donc c'était difficile à dire et à partir là-dessus. Mais voilà, j'ai pris le pas. Et du coup, je suis parti sur Montpellier, à STAPS Montpellier, où j'ai fait tout mon cursus là-bas. Voilà. Ok. Et là, c'était quelle année ça? Dans les années. Du coup, je suis sorti en 2012 de ma licence STAPS. Donc, ah oui, donc c'est avant en 2000. Ok. Et comment se sont passées ces années STAPS du coup à Montpellier? Je pose souvent la question. Et alors il y a souvent voilà, il y a plusieurs sons de cloche. Toi, tu l'as pris comment? Ça t'a apporté quoi par rapport à ce que tu peux vivre aujourd'hui dans ton métier? Alors, moi, j'ai vraiment apprécié ces années STAPS. Pour moi, c'était vraiment. Je me régalais dans tous les cours. Je trouvais mes profs passionnés. Donc, ça m'a donné vraiment envie de continuer là-dedans. Et après, en parallèle, tu as fait quelle spécialité du coup? Alors, moi, j'ai fait spécialité entraînement sportif. Ok. Voilà, pour la licence. Et après, je suis parti sur un master en préparation physique et réathlétisation. Voilà. Toi, ton focus depuis le début, du coup, c'était de tourner justement ce que tu avais pu vivre toi en tant qu'athlète sur la prépa, c'est ça? Exactement. À la base, c'était sur la prépa, ce que je ne suis plus du tout aujourd'hui, mais j'expliquerai après. Mais voilà. Et après, sur l'année STAPS, en fait, j'ai passé plus de temps, on va dire, comme l'école d'ingénieur,
Je pense qu'on a tous entendu qu'en école d'ingé, il y a des soirées, on boit, etc. On va dire que j'en avais bien profité cette année-là aussi. Du coup, quand je suis parti en STAPS, je me suis dit, bah là, j'ai plus le droit à l'erreur. Donc, je faisais plus tout ce qui était soirée étudiante. On va dire que j'ai essayé de rentrer déjà dans les milieux d'entreprise, histoire de me faire des contacts, des carnets d'adresses, etc. Donc, ça passe par... j'allais dans les soirées de match, on va dire. De rencontrer déjà des professionnels du sport, des préparateurs potentiellement, ou même des acteurs financiers pour le monde du sport, quoi. Donc, voilà. Du coup, mon année STAPS, comment tu as eu cette vision-là si tôt? Parce que, ouais, encore une fois, je me suis dit, t'as pas le droit à l'erreur, et si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, et dès ta sortie de STAPS, je savais que j'avais eu des échos à STAPS, c'est très bien et on apprend plein de choses, mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros pourcentage qui termine à travailler dans le milieu du sport et encore plus dans un métier qu'ils aimeraient faire, quoi. Donc, donc, je me suis dit, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Et pour ça, c'était la solution que j'avais trouvée. Excellent. Moi, c'est ce qu'on se conseille. Justement, j'aurais adoré qu'on me donne ce petit tuyau à l'époque. Alors, moi, j'ai pas fait du coup le cursus TAPS, mais je pense que si ceux qui nous écoutent, qui sont justement en formation, quelle que soit la formation, c'est commencer le plus tôt possible. Commencer à tester aussi, à tester, à faire du coaching. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut tester pendant ces études et c'est le meilleur moyen aussi de voir un petit peu dans quelle direction on doit aller. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à des stapsiens là, qui nous écoutent et pour optimiser, justement, même si tu nous as donné une pépite, mais pour optimiser un petit peu l'apprentissage, qu'est-ce que tu aurais fait peut-être, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu aurais pu faire en plus, toi, pour rentrer encore plus facilement dans la vie active? Pour optimiser cet apprentissage, il n'y a pas de secret, mais je pense que voilà, le travail, il n'y a que ça de vrai. Ça dépasse le talent, donc faut pas hésiter à bûcher tout le temps. Et voilà, on aura le temps de se reposer plus tard. Voilà. Ton rythme à l'époque, tu te souviens? C'était quoi? C'était hard? Non, on va dire que j'étais pas non plus, tu vois, je faisais pas 24/24 de boulot, mais j'essayais d'optimiser, d'être présent un peu partout. Sur STAPS, je faisais le travail qu'on me demandait, j'apprenais parce que j'aimais ça, je trouvais ça très intéressant. Et après, sur les à côté, je trouvais ça passionnant d'aller voir des matchs et d'essayer d'aller rencontrer des gens qui sont dans ces rapports-là, potentiellement qui te donnent accès après à faire un stage, même gratuit. On va dire que je reculais pas, même si c'était gratuit, même si je donnais de ma personne gratuitement pour travailler ou aider ou autre, j'essayerais toujours d'en retirer quelque chose. Ça peut être que bénéfique. On ne peut pas demander tout le temps, dès le début, de l'argent par rapport à ce qu'on fait, quoi. Exact. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde, dès le premier emploi, veut toucher 10 000 euros par mois, mais effectivement, c'est… Ouais. C'est ça, et c'est sûr qu'au début, on a peut-être l'impression de se faire exploiter sur voilà, est-ce que tu peux m'aider à amener les joueuses à tel endroit et tu leur fais l'échauffement, là, c'est gratuit, tu vois, tu n'étais pas payé, mais c'est pas grave, c'est une expérience que tu prends, tu rencontres des gens, et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier de faire. C'est surtout que ça, tu vas le monétiser en fait par la suite, quoi. Tu vois, si tu le récupères pas d'un point de vue pécunier au début, tu vas le récupérer soit à travers de nouvelles connaissances, de l'expérience, le réseau qui aujourd'hui, plus le temps passe, tu t'aperçois que plus tu as un carnet d'adresses fourni, plus tu vas pouvoir exploiter ça dans le futur, quoi. C'est ça. Et tu t'es tout de suite tourné vers la natation ou du coup c'est là où tu as élargi ta palette au niveau sportif, comment tu t'y es pris? Alors j'ai essayé d'élargir, on va dire. Après c'est très difficile dans le milieu du sport parce que si tu n'es pas du réseau ou si tu n'as pas été par exemple dans le milieu du rugby, c'est très compliqué d'y rentrer. Donc voilà, j'ai essayé d'élargir le plus possible. Après, c'est vrai que j'ai quand même tourné facilement on va dire, dans le milieu de la natation, du water polo, voilà, ce qui gravitait autour.
Après, le milieu bon, en sachant qu'en plus, à Montpellier, vous avez que des clubs pro là, dans tous les gros sports, on va dire, collectifs. Donc, c'est clair que c'est peut-être des réseaux qui sont un peu plus bouchés ou c'est un peu plus difficile, en tout cas, peut-être d'y rentrer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et tu reprends le sport, du coup, en STAPS à outrance, là? T'étais parti, Alors, j'ai repris le sport, mais Ouais. j'ai de nouveau explosé, touché à tout, en fait. Je savais que je n'allais pas faire carrière en natation ou autre, donc j'avais du mal à me remettre dans la rigueur. Va nager tous les jours, mets ton bonnet et Ouais. compte les carreaux, quoi. Donc, du coup, j'avais besoin de toucher à tout. Donc là, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de l'escalade. Voilà, j'ai fait un peu pas mal de choses. Aujourd'hui, je fais pas mal de VTT de descente. Voilà, Ok. je Ouais, ouais, varie, c'est la les culture. plaisirs, mais je bouge toujours, quoi. Musculation, etc. Et à la fin de tes études STAPS, qu'est-ce qui se passe pour toi et dans quelle direction toi tu veux aller? Bah, du coup, donc j'entame un master 1 en préparation physique et réathlétisation parce que j'avais toujours donc l'objectif d'intégrer un staff pro et de faire de la prépa physique. En parallèle, bah, j'avais besoin d'un peu d'argent, donc j'ai commencé à travailler dans une salle. Donc du coup, j'avais passé en fait mon équivalence Bézanne avec la licence STAPS. Ouais, Donc du coup, je donnais des cours d'aquagym, aquabike et tout ça dans une salle de fitness Movida. À l'époque, c'était très très demandé. Je pense qu'encore d'avoir la double. Je me souviens que la double casquette BEMF, enfin métier de la forme à l'époque, et puis Bézanne et tout. Si tu avais ces deux trucs, ouais, tu pouvais aller vraiment partout parce que là, c'était très recherché le côté piscine et tout ce qui est eau. Ouais. Bah, on va dire que ouais, de mes 18 ans où j'avais passé le BNSSA, j'ai jamais été en recherche d'emploi, quoi. C'était très dans le milieu aquatique. Ils sont toujours à la recherche, quoi. Okay. Et donc, du coup, donc j'avais cette double chose où je faisais mon master et mon travail de maître nageur en parallèle. Et le soir, je faisais de la prépa physique pour des joueurs de water polo. Okay. Voilà. Et en fait, bah, je me suis rendu compte au fur et à mesure que la prépa physique pro, enfin, on va dire que l'humain à l'intérieur, j'avais plus de mal que quand je coachais des gens dans la salle de sport de fitness, quoi, en fait. J'avais un meilleur feeling. Je trouvais que ma place était plus utile de faire bouger des gens, monsieur et madame tout le monde, on va dire, qu'un un professionnel qui venait et qui, quelque part, se servait de toi. Et tu étais un pion dans son évolution, mais voilà, j'avais pas l'impression de l'aider à grandir, quoi. Et du coup, bah, au final, j'ai lâché mon master et j'ai continué dans la voie du fitness. Ok. Et du coup, tu as fait des formations complémentaires ou avec justement ton bagage, c'était suffisant pour démarrer? Alors, à cette époque-là, j'étais dans cette salle Movida où on travaillait beaucoup avec les Smiths et tout ça. J'ai rencontré. Donc, du coup, on va dire que j'avais du mal à me vendre comme beaucoup de coachs, je pense, au début. C'était pas ce que je préférais. J'adore la relation humaine, mais le moment de parler de tarifs, c'était compliqué. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai eu la chance via les Smiths de faire. J'ai essayé de faire toutes les formations Les Smiths parce que je connaissais que cet organisme, de faire toutes les formations possibles avec eux. Donc j'ai fait les Smiths Coach, enfin toutes les étapes, toutes les formations à quoi. J'ai essayé quelques formations fitness, mais j'étais moins à l'aise, on va dire, sur cette partie-là. Voilà, et après j'ai continué un peu avec HBX. Et du coup, bah, ça m'a donné un bagage que je me suis servi ensuite pour développer mon coaching. J'avais un 20 heures dans la salle et au fur et à mesure, bah, je développais mon coaching. Ouais, ce que j'allais te poser comme question à Movida, du coup, il y avait encore place pour des CDI ou en tout cas vous étiez en CDI sur une partie et puis du coup vous développiez votre activité de personal training en indépendant? C'est ça. Du coup, j'avais un CDI de 20 heures et
Et en parallèle, je développais mon activité parce que je savais que faire de l'aquabike toute ma vie, je ne me voyais pas à 40 ans ou même 50 en train de faire de l'aquabike. Même si c'est très respectueux, toutes les personnes qui peuvent le faire, mais je voyais comment c'était usant. Je ne voyais pas me faire ça très, très, très longtemps. Donc voilà, donc j'ai développé mon coaching. Et on va dire que le plus gros atout a été encore la partie natation. C'est que pour développer mon coaching, l'été, je faisais tout ce qui était leçon de natation à domicile pour les enfants. Voilà. Et, c'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais, il y a des opportunités. Moi, j'ai des amis coachs, alors, notamment dans le sud, à Cannes et tout, qui vont dans les villas coacher et tout. Tu as fait ce genre de choses-là, toi? C'est ça. En fait, à l'époque où je coachais, on va dire que j'ai très peu coaché dans la salle de Movida. Ok. J'ai eu 1 ou 2 clients. C'était vraiment au début. Après, je me suis vraiment exporté dans la ville de Montpellier et son agglo. Et pour ça, du coup, je faisais tout ce qui était leçon de natation à domicile. Donc voilà, et ça m'a permis de rentrer dans les familles, de leur donner de devoir. Enfin, ils m'accordaient leur confiance ensuite parce que je m'étais occupé de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Et ensuite, on pouvait parler du coaching et là, on embrayait sur plusieurs années de coaching sans aucun problème. Et on va dire que c'est un peu ça qui a fait le bras de levier pour le coaching. Voilà. Ça, et parce que, encore une fois, au lieu de sortir, tous les soirs, j'étais en train de flyer. Je flyais dans les boîtes aux lettres de toute la ville de Montpellier, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, c'est des choses qui ont fonctionné pour toi? Ouais. Après, voilà, j'ai jamais été très à l'aise sur les réseaux sociaux. J'en ai, mais c'est pas ce que je développe le plus. Ouais. Et à l'époque, on va dire, c'est pas il y a si longtemps que ça, mais c'était, on va dire, les balbutiements du coaching peut-être sur les réseaux. Et moi, le flying fonctionnait très, très bien. Le flying et le réseau fonctionnaient. Après, j'ai arpenté les rues plus d'une fois. Alors, est-ce que tu peux nous donner tes techniques comment tu faisais de la création justement au choix peut-être du quartier? Enfin, est-ce que tu avais c'était quoi ton processus par rapport à ça? Mon processus, on va dire que on va se baser sur la partie natation parce que c'était la partie qui me faisait rentrer, pénétrer dans le foyer. Donc du coup, j'avais ma petite plaquette que j'avais travaillée avec. Là, j'avais mis de l'argent et j'avais pris une personne qui avait vraiment travaillé la chose. J'avais pas fait ça sur Vistaprint ou autre comme ça au pied levé. Voilà. Et après, je repérais les zones de Montpellier où on va dire que toutes les maisons avaient une piscine ou une maison sur 2. Au moins, j'étais sûr de ne pas mettre des balles à blanc. Voilà. Et je flyais. Donc, j'ai fait plusieurs tests. Je me suis rendu compte que généralement, les fly que je laissais le vendredi étaient les plus réceptifs ou les plus lus. Je pense parce que les gens sont un peu plus détendus quand ils récupèrent leur courrier le matin ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, souvent, tous les vendredis soirs, je passais ma nuit à mettre des papiers dans les boîtes. Voilà. Excellent. Et après, la deuxième chose, c'est que comme mon public cible pour les leçons de natation, c'était les enfants, et à la fin de l'année, je faisais toutes les sorties d'école et je donnais aux mamans des fly en direct. Alors au début, c'est un peu... ça fait un peu peur parce que on peut prendre une réponse négative directe. Mais au fur et à mesure, ça passe et presque on y prend goût. Et puis au final, on leur parle de quelque chose, c'est de la sécurité pour leurs enfants. Donc voilà, ils ont pas dès que tu arrives à bouler, quoi. Dès que tu arrives à voir une maman, alors dès que tu arrives à voir une cliente qui est maman, elle va vite en parler autour d'elle à l'école et ça fait un peu effet boule de neige, quoi. Exactement. Et sur le flyer, tu avais une stratégie genre pour rentrer comme tu dis si bien, pour rentrer dans le cercle familial et dans la maison des gens. Est-ce que tu offrais quelque chose ou c'était quoi l'accroche, tu te souviens? Non, il n'y avait pas forcément. Alors, il y avait sur le flyer, il y avait les deux parties quand même, natation et coaching. Comme ça, ils avaient toujours un visuel et ils pouvaient
pouvaient se dire, ah tiens, en fait, la natation, ça ne m'intéresse pas, mais pourquoi pas le coaching perso. Okay. Voilà. Il y avait aussi une partie aquagym, voilà, mais vraiment très fine, juste l'information, on n'a pas trop surchargé. Voilà. Après, il n'y avait pas d'accroche particulière parce qu'on parlait de la sécurité de l'enfant simplement. Et voilà, on va dire que ça, c'est peut-être l'accroche. Mais voilà. Ouais, c'est une excellente stratégie en tout cas de rentrer par là. Et je suppose que tu as regardé un peu sur Google Maps et en faisant je sais pas, en checkant, tu vois forcément les quartiers où il y a forcément beaucoup de piscines, quoi. Bien sûr, exactement. Donc, et ça a duré combien de temps? Tu en fais encore, peut-être encore? Non, maintenant j'ai plus le temps, ou alors c'est vraiment à très rares occasions pour des amis d'amis ou des choses comme ça, mais j'ai passé cette étape. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de la partie, c'était vraiment même s'il y avait de la natation, c'était la partie coaching à domicile. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Quels sont les enseignements? Du coup, sur le coaching à domicile, donc ça, j'en ai toujours un petit peu de mon côté. J'ai gardé quelques clients. Voilà, maintenant, je m'occupe de la salle et du développement. Mais j'ai gardé quelques clients et avec qui on lie d'amitié. Ce que j'en ai dégagé, c'est que voilà, j'avais vraiment l'impression, sur toutes les personnes que j'ai eues, de servir, de leur rendre service, de les aider à bouger au quotidien, même d'avoir une approche peut-être psychologique avec eux. Voilà. Ou même, j'ai eu quelques clients que j'ai amenés sur des courses, des compètes, de leur premier marathon. Voilà. Et ça, je trouve ça fabuleux, en fait. Qu'est-ce que tu dirais justement à des coachs qui veulent se lancer sur du domicile, qui est souvent, c'est un peu ce que je leur dis, c'est souvent que c'est un business model qui est sympa, mais c'est vrai que quand tu n'es pas connu, voilà, il faut trouver des techniques un peu détournées comme tu as pu le faire. Qu'est-ce que tu pourrais justement leur dire à ces coachs-là qui veulent se lancer sur le domicile? Quels sont les points importants en tout cas à vérifier? Alors, les points importants à vérifier, c'est déjà s'ils commencent là-dedans et qu'ils commencent leur activité suite à leur diplôme, surtout de ne pas baisser leurs tarifs, de s'aligner sur un vrai tarif qui leur permettra de manger, de vivre dignement s'ils veulent en faire leur métier. Parce que une fois que tu as déduit toutes tes charges, etc., et comme tu le dis si bien, c'est un modèle qui est un peu difficile parce que le temps, il n'est pas extensible et les gens veulent plus ou moins le même créneau horaire. Donc, si avec Michel, tu lui avais fait un tarif à 25 € parce que c'était les débuts et que tu as Jean-Pierre qui veut le même créneau et lui, il est prêt à payer 60, c'est compliqué parce que ton premier, tu l'as gardé et c'est difficile de le faire augmenter après. Donc, ça, surtout, partir sur les tarifs de vos compétences. Même si vous ne les avez pas tout acquis, et c'est normal, on ne peut pas tout savoir dès le début, mais il ne faut pas se brader, quoi. Ça, voilà. Un truc que vous pouvez faire si vous démarrez aussi, c'est commencer peut-être avec un tarif peut-être en dessous, mais en tout cas dire à ces personnes-là que c'est vraiment pour se lancer et que vous allez réévaluer le tarif dans quelques mois. Ça peut être éventuellement une solution si au niveau du mindset, vous n'arrivez pas à passer le cap au niveau du pricing, quoi. Ouais. Mais forcément, entre une personne qui va te payer 25 et l'autre 60, dans ton exemple, c'est clair qu'il n'y a pas photo, tu triples ton taux horaire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça, voilà, il faut avoir le bon pricing et il faut pas abandonner parce que justement, il y en a plein qui vont faire l'erreur de commencer à râler pâquerette et qui vont se rendre compte qu'ils ne pourront pas continuer comme ça. Et au final, malheureusement, ils arrêtent et ils changent d'activité ou de secteur. Et donc, on va dire que ceux qui gagnent sont ceux qui persévèrent et qui restent. Comment tu as géré, toi? Parce que aussi, l'un des objections et des inconvénients que je vois, c'est les trajets. Comment tu as réussi, toi, à gérer un petit peu? Parce que en plus, tu es dans une grande ville, donc je suppose que les bouchons, les choses comme ça, comment tu gères? Comment tu as géré tout ça? Ouais. Du coup, j'ai essayé d'organiser les premiers clients, on va dire que je me suis adapté à ce qu'eux demandaient en termes de créneau horaire.
Et après, les clients suivants, malheureusement, je refusais c'est moi qui leur imposais le lieu et l'heure de manière à raccourcir quand même mes temps de trajet. Après, tu passes quand même vite une demi-heure, 1 heure sur la route. Voilà. Et tu peux pas tout le temps choisir. Mais dans l'idée, j'essayais le plus possible de regrouper tout le monde, quoi. C'est sûr que si tes 4-5 créneaux du lundi soir, ils sont plus ou moins dans le même quartier, tu peux peut-être en faire 4-5. Sinon, si c'est dispatché aux 3 coins de Montpellier, tu vas difficilement en faire plus de 3, quoi. C'est ça. Après, je visais certaines zones de Montpellier sur lesquelles j'harcelais. Et du coup, ça m'a permis d'avoir en gros 3 pôles de clients sur 3 zones bien définies. Et voilà, quoi. Il y avait des... Et ce que je t'ai pas posé comme question, du coup, parce que tu dis harceler, du coup, ta stratégie, c'était par exemple tous les vendredis sur 4 semaines dans le même quartier, tu balançais ton flyer ou Ouais, c'est ça. L'idée, c'était d'être de manière récurrente pour être sûr de tomber au bon moment. Et voilà, parce que la première fois, peut-être qu'il est parti à la poubelle. La deuxième fois, il n'en avait pas besoin. Et un jour, il va le mettre sur le frigo et il va y penser, quoi. Donc, et ça, c'est ce que c'est, je pense, la force en fait de cette stratégie-là. C'est de la récurrence. Alors pas le faire sur 12 mois parce que ça va être compliqué toutes les semaines, mais c'est vrai que le faire régulièrement à intervalles de temps réduits, je pense que ça apporte beaucoup plus d'impact que se dire je vais le faire une fois tous les 6 mois où forcément le message, je pense, est dilué, quoi. Par contre, quand on voit Maxime une fois, 2 fois, je lui dis mais c'est quoi ce truc? Et ça augmente aussi, je pense, ton niveau de crédibilité, d'expertise. C'est un peu comme Coca qui fait de la récurrence sur le truc. À chaque fois qu'on voit Maxime, on renforce dans son cerveau que tiens, Maxime, c'est la personne idéale pour coacher mes enfants en natation ou peut-être me coacher personnellement sur la partie sport, quoi. C'est ça. Donc voilà, et puis après, si en plus tu rajoutes, t'as un client qui est pas très loin et sur ta voiture, tu rajoutes un petit flocage ou quelque chose comme ça, j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont appelé comme ça aussi. Hein. Le fait de vous étiez chez mon voisin il y a 1 heure, est-ce que vous pouviez venir chez moi la prochaine fois? Enfin voilà. Donc c'est de la récurrence visuelle. Après, là c'était, on va dire, l'ancienne méthode. Maintenant, ça se fait beaucoup avec la pub des réseaux, mais c'est ouais, mais je pense que les stratégies marchent et en marchent encore plus du coup parce qu'elles sont plus personne trop les utilise, donc c'est un peu ça hein, les stratégies quand tout le monde les utilise. On le voit avec la pub Facebook. La pub en 2010 c'était génial parce que le coût d'acquisition d'un lead était proche de 0, alors que voilà, aujourd'hui beaucoup font de la publicité sur Facebook, donc là c'est plus dur. Par contre, si tu te démarques en faisant des choses, ce qui se faisait à l'époque pour se faire connaître, je pense que c'est des bonnes stratégies. Je pense qu'on oublie ces bonnes stratégies. Donc ça, c'est important de les redire. Et qu'est-ce qui fait que… Ouais, vas-y. On touche également d'autres clients qui ne sont pas forcément sur les réseaux. Et il ne faut pas oublier que il y en a quand même un paquet qui n'y sont pas, notamment des personnes à fort pouvoir d'achat qui ont pas beaucoup de temps de passer du temps sur Insta, etc. Donc voilà, là par la boîte postale, tu peux arriver à les récupérer, quoi. Exactement. Des personnes âgées. Et qu'est-ce qui fait que tu as arrêté, en grande majorité, ce business model-là? Tu avais envie de changer, de voir autre chose? Ça a été quoi le déclic? Donc après, ça a été une période un peu bien condensée. Donc du coup, tout ce que j'avais eu en coaching et leçons de natation, on va dire que sans me jeter des fleurs, j'en avais tellement que je refusais des personnes. Et ça, c'était encore plus dur pour moi de les refuser que de leur annoncer un prix, quoi. J'avais du mal à dire non et limite, du coup, ça en pâtissait sur ma famille, sur ma vie familiale et sur ma… Parce qu'à cette époque-là, c'était quoi ton emploi du temps, semaine? On va dire que je travaillais du lundi au dimanche.
je pouvais avoir un client qui m'appelait et demain on fait coaching, oui, je prenais. Enfin, d'une, j'arrivais pas à dire non. Et de deux, ouais, j'avais envie de travailler et de faire plaisir à mes clients, quoi. Donc, et avec le recul, est-ce que aujourd'hui tu referais la même chose ou sinon, comment tu t'y prendrais? Alors, avec le recul, je sais pas si je referais la même chose parce que c'est quand même fatigant et il y a certainement certaines choses dont lesquelles je n'ai pas pu profiter. Donc, je pense que je m'organiserais différemment où je mettrais les hauts là parce que le problème, c'est que souvent dans le coaching, on a un lien amical qui se crée avec certains clients et du coup, ils ont une facilité à t'appeler et à te dire demain je te veux ou là ils sont en train de manger avec des amis et le soir à minuit ils t'appellent pour te dire demain ça te dit un coaching avec tous mes potes qui sont là, enfin voilà. On sent le vécu là, tu vois. Ouais. Okay. Donc à cette époque-là, tu n'avais pas d'outils de réservation en ligne, des choses justement pour cadrer un minimum tout ça? Non, sur ça, justement, j'avais pas trop de cadre. Et voilà, et du coup, ça impactait sur la vie familiale, mais également sur le côté travail. Je trouvais, du coup, j'étais moins avec certains clients. Alors, j'ai toujours été cool avec le sourire et tout ça, mais là, je travaillais moins mes séances, j'étais, on va dire, plus souvent en retard. Enfin, voilà, et ça, du coup, ça peut gâcher tout le travail que tu as fait en amont, quoi. Tu peux tout faire tomber, quoi. Parce que tu n'es pas irremplaçable. Hein, donc, ouais. Et j'en parle avec les personal trainers avec qui je travaille dans leur business. Est-ce que c'est pas justement dans le chaos, c'est-à-dire quand tu es sous l'eau, quand tu prends trop de clients, quand tu es débordé, quand tu commences peut-être aussi à faire à faire moins bien dans ton service parce que tu es fatigué, les séances sont peut-être moins. Que là, tu vois, tu as le recul nécessaire pour te dire OK, là, je suis arrivé, entre guillemets, j'ai vu mes limites en tant qu'être humain et peut-être qu'il va falloir justement que je restructure tout ça. Est-ce que c'est pas du coup une façon aussi de prendre de la hauteur encore faut-il avoir justement cette lucidité de prendre de la hauteur, mais est-ce que ça c'est pas un mal pour un bien, du coup? Si, exactement. T'as vu juste, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est que il y a un moment, j'ai pris un peu de recul et j'étais avec un de mes meilleurs amis qui faisait juste, lui, des leçons de natation. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux m'en prendre? Et au final, on a travaillé ensemble pour monter une société. Et du coup, là, on a structuré la chose. On a commencé à prendre des coachs avec nous en salariés, de manière à sauver le business. Donc ça, c'était cool. Et au final, pour te cadrer la société qu'on avait créée, on faisait donc leçons de natation l'été, coaching pour les clients avec nos salariés et de manière à leur trouver des heures complémentaires parce que le temps de trouver des coachings, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Donc, du coup, on a également développé une offre, on va dire, pour les professionnels. C'est-à-dire qu'on faisait du consulting pour des sociétés ou des hôtels ou autres, et on mettait une offre sport, par exemple, dans l'hôtel, des cours d'aquagym pour les clients, des cours de bien-être sport pour les salariés d'une société d'informatique. Voilà. Et du coup, ça permettait de compléter le planning de nos salariés. En plus des coachings et des leçons de natation l'été. Voilà. Alors, plein de questions. Top. Franchement, c'est génial parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnel trainers qui ont cette vision-là. Déjà, première chose, l'association. Selon toi, avec le recul aussi, une nouvelle fois, par rapport à ce que tu as fait, comment s'associer avec une personne? Parce que la bonne, on ne sait jamais si c'est vraiment la bonne personne, mais comment ça s'est passé, toi, l'association, le recul que tu as eu, l'expérience et puis le retour que tu pourrais nous faire par rapport à ça? Ouais, alors, si on a le temps, on y viendra parce que j'en ai d'autres comme ça. Mais du coup, cette association, pour moi, c'était on va dire, une des meilleures associations que j'ai fait. Actuellement, parce que ma carrière, ma vie n'est pas finie, donc voilà. Mais voilà, c'était un ami
on partait, on va dire, on avait tous les deux un business rentable. Alors chacun, enfin moi j'avais le coaching en plus, lui juste la natation, mais voilà, on n'avait pas on se créait pas de guerre, voilà, et on savait que c'était bien définir, je suppose, le cadre de chacun, quoi. C'est ça, c'est que après on s'est entouré d'un expert comptable, de personnes qui nous ont aidés là-dedans, et d'ailleurs ça nous a sauvés un peu pour la suite. Mais parce qu'on Donc, vous avez monté quoi? Vous montez une SRL et puis on s'est mis 50-50 ou 41, 49, 51? Enfin, c'était quoi le deal? On s'est mis en SAS. SAS, ouais. Okay. Voilà, en SAS. Et on était donc 51-49. Voilà, donc 51 pour moi, 49 pour lui. De manière à avoir un appui décisionnel si jamais à un moment on est dans la passe, quoi. Donc voilà. Donc là, vous réinjectez vos 2 chiffres d'affaires dans la même société, c'est ça? C'est ça. En gros, c'est ça. Donc, et donc le démarrage se fait peut-être voilà, forcément tous les deux et ça commence à grossir. Il a fallu longtemps pour que justement. En fait, le démarrage s'est fait tous les deux, on va dire, au courant de l'hiver. Donc lui, il avait une activité néante parce qu'il était que dans les leçons de natation, tu vois. Donc moi, le coaching. Voilà. Et après, comme ça, on a pu préparer la saison d'été qui arrivait. Et on a démarré nos premiers coachs, je crois, au 1er avril ou mai, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, donc dès la première, dès votre première année d'exercice, saison, on avait pris deux salariés avec nous. Alors, bien sûr, ils n'étaient pas en 35 heures, mais voilà. C'est quoi? C'est des CDD? Comment vous faites d'un point de vue juridique sur les heures? Ouais, c'est ça. Alors, on ne voulait pas d'auto-entrepreneurs et du coup, on était sur des CDD. Voilà. Ok. Sur des CDD parce qu'on ne pouvait pas partir sur un CDI, on ne savait pas là où on allait encore. Donc voilà. Et un CDD, tu peux, parce que si justement le business croît de semaine en semaine, est-ce que tu peux un CDD, par exemple, lui dire, voilà, mois de juin, tu vas bosser, enfin, tu as 20 heures d'assuré, est-ce que juillet, je peux lui monter à 35 ou enfin, comment ça se passe, un CDD comme je n'ai jamais eu, moi? Alors, je crois que de mémoire, tu peux déborder, mais il ne faut pas que ça dépasse un certain nombre d'heures. Ouais. Tu peux déborder sur une semaine ou autre, mais il faut voilà, tu as un quota à ne pas déborder quand même. Ok. Donc là, du coup, vous êtes tous les deux, vous rentrez plus dans le modèle, vous rentrez dans le management, du coup, parce que quand vous avez du personnel, peut-être du coup moins d'opérationnel, vous êtes plus en backstage. Comment ça se passe tout ça, l'organisation? En fait, on était un peu au four au moulin quand même, parce que du coup, il y avait les salaires à assurer. Nous, on savait que on allait serrer la ceinture un petit peu pendant cette période-là. Et donc voilà, il y a toute la partie management, mais également la partie opérationnelle, parce que ce qui fonctionnait pour nous fonctionnera peut-être pas pour les autres. Et il fallait vraiment qu'on ait l'allure d'une belle société quand on va se présenter aux professionnels. On peut pas, autant en particulier, tu peux venir comme coach comme ça, mais une société, quand tu vas la voir, ils ont besoin d'avoir des étoiles dans les yeux quand ils viennent, s'ils veulent te signer un contrat. Donc on va dire qu'on a travaillé les plaquettes, plein de choses. Le process aussi de vente de nos coachs, tout ça. Parce que, pareil, on a une façon toi, tu as ta façon de vendre et ça marche avec toi, mais il faut que ton coach, il soit, on va dire, ton salarié, il soit ton égal quelque part, le même process, le même retour avec les clients. Voilà. Donc voilà. Du coup, tu vas voir Leroy Merlin et tu lui proposes quoi alors? Du coup, on leur propose du bien-être au travail pour leurs salariés, parce que ça commence à avoir le vent en poupe. On commence à en entendre parler un peu partout dans les journaux ou voilà, aux infos. On leur dit, voilà, si vous voulez dégager 1 heure dans la semaine pour vos salariés, vous avez une pièce qui est libre. Nous, on a nos coachs, on met en place, si vous avez par exemple plus d'hommes ou de femmes, on fait tel type de cours.
Voilà, on proposait en fonction de ce qu'ils avaient envie. Ça pouvait être, on avait même une société d'informatique, par exemple, où on les emmenait à la piscine et on nageait avec eux, en fait. Voilà, par exemple. Et comment tu fais pour trouver la personne décisionnaire? Alors, il y a plusieurs choses. Soit un peu au culot, on allait dans la boîte et on essayait de la rencontrer. Soit après, le réseau que j'avais travaillé avant permettait pas forcément d'accéder à la personne directement, mais d'avoir le numéro ou le mail. Voilà. Ok. Et du coup, au niveau pricing, tu fais quoi? Tu fais des packages, enfin moi, c'est ce que je fais dans les entreprises, des packages mensuels. Comment toi, tu t'organises ou t'organisais? Ouais, c'est ça. On faisait des packages mensuels. Et également en fonction du nombre de personnes et du lieu de rendez-vous. S'il y avait un déplacement ou pas, Ouais. forcément, c'était pas le même, quoi. Voilà. Mais en gros, c'était ça. Ouais. Ok. Et au niveau du coup, quand la boîte a commencé à tourner, la répartition entre les entreprises, la natation, enfin tout ce qui est eau et puis la partie coaching, c'était comment la répartition? On va dire que la partie entreprise, quand même, prenait beaucoup plus de place. Après, Ouais, au final. ok. Ouais. Bah, c'est ce qui est plus intéressant aussi financièrement. Ouais, complètement. Complètement. Mais voilà. Alors, en fait, à la base, je m'étais dit que c'était pour me remplacer si je veux prendre des vacances et avoir enfin, pouvoir proposer un coach à mes clients. Mais au final, c'était pas du tout ça. Le business qu'on a développé était plus du tout ça, quoi. On s'occupait simplement beaucoup plus d'entreprises, on va dire peut-être à 80%. Et après, c'était du particulier. Et l'été, on avait un gros switch sur la partie natation, quoi. Voilà. Où les entreprises étaient beaucoup moins demandeuses parce qu'il y a plein de salariés qui sont en vacances. Et voilà. Donc, nous, on partait sur la partie aquatique ensuite. Voilà. Ok. Et Ça, du coup, alors comme je connais pas ton histoire, je sais ouais. pas, mais comme je suppose que tu fais autre chose, tu as dû arrêter cette société, non? Ou comment ça se Ouais, passe? alors, Comment ça s'est ouais. passé? Si tu veux aller un peu plus vite pour aller jusqu'à aujourd'hui, c'est que après, du coup, j'ai un client en fait qui est venu me chercher pour en fait, lui, il avait quitté une très grosse boîte américaine et donc je l'avais en coaching perso et il voulait investir en France et il avait entendu parler d'une salle de parcours d'obstacles qui voulait se développer. Donc du coup, il m'a demandé si je voulais prendre le projet. Lui, il injectait les sous et nous, avec notre boîte, on gérait le produit en fait. Voilà. En gros, c'était ça. Donc, au début, on a dit feu, on a commencé à travailler sur le business plan, etc. Et au final, cette personne-là a retrouvé un truc un peu plus lucratif sur les États-Unis et a tout lâché et est reparti là-bas. Voilà. Et moi, avec mon associé, on s'est dit, bon, on a bossé sur le produit, on a un peu de sous de côté, on va emprunter et feu, quoi. Donc voilà, mais pour ça, on a dû s'associer encore. Voilà. Et Donc, voilà. Et donc, vous deux, vous nous deux, réassociez dans une. c'est ça, nous deux, notre société, en fait, s'associe avec deux autres personnes qui étaient les franchiseurs, on va dire. Voilà, on s'est associé avec les franchiseurs pour rouvrir une nouvelle franchise de salle. Et au final, le début a été un peu compliqué. Enfin, le produit marchait, mais entre associés, c'est là où ça a été un peu plus compliqué. Le fait que C'est quoi? C'est le fait d'être quatre? ouais, le fait d'être quatre et du coup deux amis, forcément il y en a toujours un qui prend la part de son pote, même s'il n'est pas d'accord avec. Et donc du coup là c'était la cacophonie, on n'arrivait plus à s'entendre. Et en plus Parce que le business model aussi, du coup, n'était plus le même oui, qu'avant. c'est Parce ça. que vous y alliez, enfin, vous alliez encore dans les entreprises, chez Ouais, les gens faire de la natation en plus de ça? ouais, on y allait toujours. Ouais. On y allait toujours. Donc, on faisait un peu tout là. On était un peu. Au final,
on s'est fait rattraper par le côté que je voulais pas au début, c'est-à-dire de plus pouvoir gérer. Et voilà, là, on avait pris quelque chose peut-être de plus gros que ce qu'on pensait. Et voilà, et du coup, bah, on s'occupait de gérer des entreprises, les leçons de natation, les coachings, et plus cette nouvelle salle qui ouvrait. Et c'était quoi le business model de la salle? En gros, bah, du coup, on avait un parcours ninja, salle de CrossFit. C'était une grosse salle de fitness, mais un peu, on va dire, différente parce que bah, il y avait ce côté parcours d'obstacles. Voilà, le week-end, on faisait tout ce qui était anniversaire pour les enfants, tout ça, tout ça. Donc, voilà, ça marchait. C'était cool. Ouais, ok. Mais c'était gros. C'était gros et voilà, je pense que ouais, à 4, on n'arrivait pas à être d'accord sur les décisions et forcément, bah, ça ne peut pas marcher quand c'est comme ça. Donc voilà. Et au final, un an avant le confinement, on a plié boutique, quoi. On a plié boutique. Ok. Donc le club, vous n'avez pas dispatché et puis chacun. Non, en fait, non ouais, non, bah, parce que bah, le club était on va dire, c'était les débuts, donc forcément, il était en perte d'argent. Donc à la vente, il valait rien. Ouais. Et puis, bah, comme on n'était pas d'accord sur la façon de fonctionner, bah, personne ne voulait reprendre le bébé, quoi. Donc bah, on a dû mettre en liquidation judiciaire. Ouais. Ok. Et t'es comment à ce moment-là? Alors que tu partais, toi, tu étais dans une entreprise où ça fonctionnait bien, là, psychologiquement, t'es comment? Là, c'était une grosse claque. Voilà. C'était dur parce que bah, tu étais dans une partie qui marchait. Alors, on ne roulait pas sur l'or, mais voilà. Et en tout cas, on s'amusait. On fonctionnait bien. Et là, tu étais là en un espace d'un an, bah, tu es sous l'eau. Tu as du mal à sortir la tête et à respirer. Et voilà. Et puis après, avec les déboires judiciaires, alors c'est rien de grave. Mais le fait de mettre en liquidation, bah, tu passes devant la justice, tu reçois des courriers, des courriers qui ne sont pas très agréables, on te demande de l'argent, etc. Donc, ouais, sur cette période-là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et avec ton associé du début, est-ce que ça se passe bien ou au contraire non, ça s'est très bien passé. Avec mon associé du début, ça s'est très bien passé. On s'est toujours épaulé. Voilà. Après. Et du coup, est-ce que vous remontez la même boîte après tous les deux Ouais, non. En fait, lui, ça lui a tellement mis une claque au moral que du coup, il a tout quitté et il est parti sur autre chose. Maintenant, il vit à La Réunion, il fait de la communication, il fait complètement autre chose. Voilà. Mais moi, après, je suis reparti. Voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais repartir aux fondamentaux. Et du coup, je suis reparti à refaire mes coachings pendant un an ou deux. Et au final, après, il y a le confinement qui arrive en plus. Donc voilà. C'est quoi les leçons? Enfin, je suis désolé de revenir sur ce moment de ta vie, mais c'est quoi justement les enseignements que tu as appris de tout ça? Parce que je pense que même dans la difficulté, il y a des choses positives qui ressortent. Enfin, en tout cas, j'ai eu de la chance déjà dans ma clientèle d'avoir des clients qui avaient des grosses sociétés et qui m'épaulaient, on va dire, et qui me disaient, qui me tapaient grossièrement dans le dos en me disant, t'inquiète, ça va le faire. T'es pas mort, quoi. T'es juste tombé et tu vas remonter. Et du coup, ça c'est une force, hein, parce que autant je pense effectivement, t'es à Londres, en Angleterre ou aux États-Unis où tu remontes beaucoup plus vite la pente parce que entre guillemets pour eux l'échec c'est justement positif. En France, c'est effectivement c'est vu un peu du doigt. Heureusement que effectivement le fait de coacher, de graviter un peu avec des entrepreneurs qui savent aussi ce que c'est, ça permet de remonter plus vite la pente, je pense. On va dire, j'ai pas eu trop le cas dans le cercle familial, mais des gens que tu côtoies, on va dire amicalement, vont te dire, bon, bah, c'est bon, maintenant arrête tes conneries et va prendre un poste quelque part et voilà, tout ira bien, quoi. Mais c'est sûr que les entrepreneurs
te diront bah, c'est pas grave, t'es tombé et t'as appris. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai appris on a peut-être voulu grossir trop vite. On n'a pas regardé on a regardé que le côté positif, mais pas ce qui pouvait être dangereux. Et le fait aussi d'être associé, ça peut être positif, mais ça peut être un danger. Le problème, c'est que ça peut être très, très bon d'être associé, mais dès que ça va mal, ça peut vite tourner au drame, quoi. Ouais, tout le monde essaye de se carapater et donc de tirer. Tout le monde veut sauver ça, voilà. Et il n'y a plus d'amitié qui compte généralement ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ça, à l'avenir, je sais que. D'ailleurs, après, il faut le pouvoir aussi. Enfin, on m'avait mis en garde de ça. Hein. Certains entrepreneurs m'avaient dit si tu peux ne pas t'associer, t'associes pas. Mais c'est pas facile hein, quand tu dois sortir de l'argent. La banque, elle est plus sereine. Ouais, puis je crois, moi j'aurais adoré, je sais pas, ma vie encore n'est pas terminée, en tout cas j'espère pas, mais c'est vrai que j'ai souvent fait tout seul, mais j'aurais bien aimé, je pense, être à plusieurs parce qu'il y a aussi des côtés, forcément on voit toujours, quand ça se passe pas, on voit, ah bah ouais, mais l'association, machin, mais je pense qu'il y a aussi des vertus, tu vois, le fait de pouvoir partager aussi, quand il y a des choses positives, tu le partages aussi avec tes associés, il y a aussi des choses, puis ça permet aussi en termes de créativité et tout, je pense que c'est aussi une force, tout bien ça. Bien sûr, tu as des visions différentes et tout ça. Après, c'est sûr, la question, et ça, c'est une réflexion aussi que j'ai personnellement par rapport à mes business, c'est où est-ce que, jusqu'où tu veux grossir, où est-ce que parce que des fois, tu t'aperçois que, enfin, je parle pour moi à titre perso, c'est qu'il y a des fois, il y a des modèles qui sont assez simplistes en soi, qui te génèrent suffisamment d'argent pour profiter de plein de choses, tu vois, au lieu de te dire, oh, je vais essayer de monter une multinationale, et puis du coup, cette multinationale, elle t'écrase tellement, ouais, t'es peut-être pas préparé aussi. Enfin, en tout cas, c'est les réflexions que je me fais du coup par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi toi une réflexion que tu t'es faite après cet épisode-là, quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, il faut tout simplement. Pareil, j'ai eu cette année-là, j'ai eu mon fils qui est né et du coup, j'ai également une fille qui était née bien avant, à l'époque de la première société, du coup. Okay. Et sur sa première année de vie, on va dire que j'en ai pas profité, quoi. Et ça, par la suite, ça m'a beaucoup affecté, quoi. Donc voilà, après, il faut arriver à trouver le juste milieu, je pense, entre gagner de l'argent pour te mettre à l'abri, toi et ta famille, et avoir du temps pour profiter de tout le monde, quoi. De toi et de tout le monde. Donc c'est dur de trouver le juste milieu. Donc, ouais, et puis après, on arrive aujourd'hui dans une société où, enfin, surtout en tout cas, ce que je remarque sur les médias sociaux, où en fait, c'est à celui, tu vois, qui aura le plus de chiffre d'affaires. Et je pense qu'aussi, quand tu rentres un peu dans ce cercle-là, à un moment donné, moi, j'étais dans un groupe mastermind à un moment donné où, tu vois, c'était la surenchère de moi, je fais 3 millions. Moi. Et en fait, tu te dis, waouh, moi, je suis nul parce que je ne suis pas à ces chiffres-là. Enfin, tu vois, il y a aussi, je ne sais pas si tu arrives à voir ce que je dis, mais il y a des fois, ouais, on peut être psychologiquement, ah ouais, je vais essayer aussi de monter, de vouloir faire des trucs. Et là, tu n'es plus, entre guillemets, dans ta philosophie de vie. Tu essayes de suivre les autres parce que tu es dans un mouvement qui te dépasse un petit peu. Et voilà, à un moment donné, tu te dis, ouais, en fait, je suis pas trop à ma place, quoi, tu vois. C'est vrai, complètement. Ça peut être, ouais, vas-y. Non, après, j'allais t'expliquer la suite si c'est. Ouais, parce que tu disais donc les fondamentaux. Je veux dire, si ça a marché à l'époque, je veux dire, si tu reprends les fondamentaux et tu reprends, entre guillemets, les graines du succès, il n'y a pas de raison que ça ne refonctionne pas. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Donc, je suis reparti là-dessus. De là, le confinement pointait le bout de son nez. Ouais. Et j'ai eu la chance encore une fois, ma bonne étoile, un client que j'avais créé depuis longue date, voulait créer pour son groupe, en fait, un groupe de salles de sport. Voilà, donc du coup, il m'a dit, écoute, là, on a le temps, c'est le confinement, donc si tu veux y réfléchir et bosser dessus avec moi, pourquoi pas, quoi. Donc
Donc du coup, j'ai fait bon, banco, on va essayer. Moi, j'aime bien les aventures, donc j'aime bien découvrir et tout ça. Donc je suis Alors, parti. quelles sont les choses du coup? Parce qu'avec le recul de l'ancien, où je pense que vous aviez bossé, puis en fait, le mec Ouais, est reparti aux States et du coup, c'est ça. Ouais. Quelles sont là les décisions ou les choses que tu as faites pour pas Là, reproduire les mêmes erreurs? là, du coup, je t'avoue que j'ai un peu écouté ce groupe amical qui te dit salarie-toi. J'ai pris la sécurité en lui disant écoute, je veux bien bosser pour ça, mais dans un premier temps, on va fonctionner de manière salariée et après, on verra quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est fait. On a fait un contrat en uniforme. Là, je suis plus associé, je suis pas associé de lui. Mais du coup, voilà, j'ai cette petite sécurité et j'ai ce côté entreprendre parce que l'idée, c'était de créer une marque de salle de sport pour un groupe immobilier on va dire, d'étudiants. Parce que pour resituer le contexte, en gros, le groupe, c'est un groupe qui possède des écoles spécialisées dans les métiers du cinéma et à chaque fois, ils créent un campus et sur chaque campus, ils intègrent donc les écoles, les logements et maintenant, ils veulent intégrer les salles de sport. Voilà. Et la salle de sport, bon, je suppose, elle est accessible forcément aux étudiants, mais elle est accessible aux toutes personnes dans le quartier qui veut justement s'entraîner, c'est ça? Exactement. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, Ok. le business model, il ne fonctionne pas forcément sur l'extérieur. Ah oui. Mais il est, donc, on ne va pas chercher à remplir la salle comme pourraient le faire certaines marques. On va essayer de garder de la qualité pour les adhérents extérieurs Ok. de service. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et à chaque fois, on s'implante sur nos campus à nous, quoi. Donc, en gros, on ne s'étale pas sur une ville, on est vraiment situé sur nos campus. Donc, quand tu as démarré avec lui ou avec s'ils sont plusieurs, Ouais. c'était le tout premier où il y C'est avait ça. déjà un modèle? Ouais, ok. Ouais, c'est le tout premier. On a réfléchi du nom de la marque. Enfin, voilà, on est vraiment parti d'une feuille blanche. Lui, il n'y connaît rien du tout dans les salles de sport. Ok. Donc, voilà, il me faisait entièrement confiance. Et donc, voilà, on est parti d'une feuille blanche sur laquelle on a travaillé. Et à chaque fois, je lui présentais le projet. Et voilà, on a avancé comme ça, petit à petit, quoi. Mais, Je mettrai les photos que tu m'avais montrées du coup parce que je pense que ça vaut le détour. C'est un chouette, en tout cas celui que tu m'avais montré, celui de ouais, Montpellier, c'est un c'est chouette endroit. ouais. C'est très, très design et tout. Ça a été quoi les difficultés rencontrées par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Ouais, les difficultés rencontrées, c'est que tout le groupe n'est pas habitué à enfin, le groupe n'est pas habitué à ce type d'établissement. Voilà. Donc, du coup, il y a eu quelques contraintes techniques, notamment parce qu'on crée nos bâtiments à chaque fois. Donc, du coup, au niveau de l'architecture, enfin, des matériaux utilisés, par exemple, Il y a le des sol, points d'eau? etc. Enfin, il y a piscine et autre ou pas? Non, on a Bon, un déjà, ça rooftop. limite. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, on a un rooftop avec un stade, avec panier de basket, cage de hand, etc. Donc c'est vraiment très, très typé américain, on va dire. Ouais, ça, c'est cool, ça. C'est génial, ouais. Surtout dans une ville comme Montpellier où il fait beau pratiquement toute l'année. Donc voilà. Mais non, c'était plus ce type de contrainte ou le fait qu'ils n'avaient pas prévu à la base que ce soit ouvert aux extérieurs dans le bâtiment quand ils ont créé le bâtiment. Donc c'était plus ça. Après, c'est de faire passer les idées aussi parce que même s'il a confiance en moi, c'est normal. Hein, c'est une première pour eux. Donc, il faut les aider, les aiguiller, leur faire comprendre que ta vision, c'est possiblement la bonne. Donc, voilà, c'est des financiers. Donc, Et donc, du coup, si on va dire si le focus n'est pas forcément mis sur aller chercher des clients extérieurs, au niveau business model, est-ce qu'il y a justement un besoin d'un retour sur investissement ou c'est simplement avec aussi, enfin, il y a tout un tas, forcément, je pense, les étudiants, enfin, le prix, tout ça qui est dans on va dire, dans le business model de manière globale. Comment ça se passe sur la partie, du coup, fitness et tout? ouais, alors du coup, on va dire qu'on s'est lancé le défi dans le sens où normalement, le business model n'est pas conçu sur les extérieurs.
Ouais. Et là, comme c'est un peu la salle pilote, on s'est dit que toute la partie charge salariale et tout ça, on allait le faire peser sur les extérieurs. Donc, du coup, on essaye quand même de rentabiliser le produit et de voir si, de manière autonome, il peut fonctionner, quoi. Donc, Ouais, ok. voilà. On n'est pas à la gorge, voilà, mais l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de tester. On teste des nouvelles choses, on voit si ça fonctionne, on réadapte pour le prochain. C'est ça. Et là, le business model, comme il est créé à Montpellier, c'est quoi? Combien de mètres carrés? Combien d'employés, de personnes qui bossent? Quel type de service il y a à l'intérieur? Là, on est à peu près à 300 mètres carrés, hors vestiaire, accueil, etc. Sur la partie plateau fitness. On a une zone, on va dire, de circuit où on peut y pratiquer du cross-training ou des choses comme ça. On a entre 4 et 5 salariés, pas d'auto-entrepreneurs. Et on essaye de fournir, on va dire, du service, du coaching, du suivi, plan d'entraînement, des books avec des objectifs spéciaux, que ce soit de la perte de poids ou même prépa marathon peut-être. Enfin voilà, on essaye de multiplier ce type de service. Voilà. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a du coup dans la moitié de nos adhérents, la moitié sont des étudiants. Et donc du coup, eux, ils ont une fenêtre budget qui est quand même plus restreinte. Et donc, pour tout ce qui est vente de produits annexes, ça nous les fait travailler de manière à optimiser au mieux, quoi. À ce qu'on ne perde pas d'argent, mais qu'eux soient en capacité de l'acheter et qu'ils trouvent ça intéressant, quoi. Ouais. Ok. Et quels sont les enjeux là pour les années à venir, du coup, par rapport à ça? Est-ce que c'est de consolider ça et puis du coup de dupliquer le modèle? Ouais, c'est ça. Les enjeux pour les années à venir, c'est de consolider ça, de valider plus ou moins le produit, enfin vraiment de trouver la ligne de conduite qui sera pour les prochains clubs. À savoir que voilà, à chaque fois on crée nos bâtiments, mais on a quand même des contraintes liées à la ville. Donc on ne peut pas, par exemple, sur toutes les villes, faire comme là on a fait un stade en rooftop. Des choses comme ça. Donc, du coup, il faut arriver à trouver quelque chose. C'est quoi les contraintes de mettre un rooftop? C'est quoi? C'est au niveau. Tu peux avoir des hauteurs à pas dépasser. Tu peux avoir. Donc, tu vois, parce que par exemple, sur notre rooftop, pour que les gens puissent jouer au basket et au foot sans que les ballons tombent du 5e, tu vois, tu as des immenses piliers avec des filets et tout ça. Donc, ok. Tu peux avoir des contraintes comme ça ou des contraintes énergétiques où ils veulent qu'on tapisse de panneaux solaires, tu vois. Donc voilà. Okay. Ou, certaines villes, on a des contraintes aussi du prix du mètre carré. Donc, on ne peut pas faire des choses immenses. Et on va dire que dans le groupe, on est un petit bébé et qu'on n'est pas le produit le plus rentable du groupe. Donc, voilà, pour le moment, on n'a pas la priorité sur les mètres carrés, forcément. Donc, il faut tu as essayé de développer aussi, d'incorporer les entreprises que tu avais pu faire dans ton ancienne boîte, ou peut-être pas encore, ou c'est peut-être des projets? Ouais, pas encore. Comme toutes les salles, on fait travailler les CE, etc., pour qu'ils puissent bénéficier de la salle avec des tarifs. Après, là, sur Montpellier, on a commencé à le travailler pour le City, de manière à ce qu'ils puissent réserver pour leurs salariés en fait, un espace pour jouer au foot, basket. Un peu à la manière d'un futsal, sauf que là, c'est vraiment privatisé. Là, ça s'est ouvert qu'aux entreprises, du coup, sur cette offre. Voilà. Ouais, puis en plus, je suppose que vous avez aussi des salles de séminaire qui pourraient faire office de team building ou des choses un peu package clé en main, quoi. Ça, c'est l'avenir, c'est ce qu'on voudrait un peu plus développer également, mais pas forcément qu'avec les entreprises. C'est du coup le fait qu'on ait des salles, on a même des salles qui ressemblent à des salles de cinéma, tu vois. Donc, de faire des séminaires sur tout type de projet qui peut se rapprocher du sport ou du bien-être, quoi. Donc, ça, c'est en cours, ça. Excellent. Est-ce que tu aurais un livre, une ressource à nous partager qui t'a inspiré dans ta carrière,
pas forcément lié à l'entrepreneuriat, au marketing, mais un livre que tu donnerais à tout type de coach que tu croiserais? Non, j'ai pas de titre en tête. Et alors, comment il s'appelle? Qu'est-ce qui, toi, te fait avancer et qui te fait progresser? Qu'est-ce qui me fait progresser, avancer? Toujours en fait l'envie de me dépasser, enfin de dépasser, pas forcément de dépasser les autres, mais de me dépasser, de créer des petits défis, et voilà, c'est ça qui me fait avancer. Me mettre un peu des difficultés et me dire est-ce que tu peux y arriver. Voilà. Et comment tu vois là, comment tu te vois dans 5 ans? Du coup, tu as un plan de carrière, tu as réfléchi à ça ou pour l'instant, c'est carpe diem, tu suis jour après jour et tu avances? Ouais, on va dire que non, je veux pas faire de plan sur la comète. Après, c'est carpe diem, on vit au jour le jour, mais voilà. Genre, ce que je veux, enfin, on va dire que les deux choses que je veux pas perdre, c'est le côté humain. Je veux toujours, même si coacher, c'est plus ce que je fais. Enfin, au jour le jour, je fais plus ça tous les jours. C'est quelque chose que je veux pas perdre. En fait, je veux quand même rester proche de mes adhérents ou de mes clients en coaching. Enfin, peu importe, mais je veux être proche des gens. Voilà, ça, c'est un des points importants pour moi. À pas perdre de vue, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que t'apporte justement le côté salariat par rapport à ce que tu avais l'habitude avec le côté indépendance? Parce qu'il y a quand même la sécurité, il y a quand même des choses aussi intéressantes, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est sûr que oui, tu as une possibilité de gagner moins, on va dire, et encore que ça dépend des entreprises, hein, mais voilà, dans le rêve des gens, tu as une possibilité de gagner moins, en tout cas. Mais par contre, ça t'apporte quand même une sécurité, on va dire, de tous les jours qui est importante, mais en fait, pas le fait de pouvoir rester chez soi et, tu vois, et avoir son petit confort et tout ça, c'est pas ça qui me. Au niveau sécurité, c'est juste le fait que bah là, j'ai juste à me concentrer sur le projet et pas à me dire ok, si ça marche pas, comment je vais faire pour un tel et un tel. Voilà, là, je peux essayer de vraiment me focus sur des objectifs d'évolution du projet, enfin des projets que je réalise. Voilà, ça, c'est ce que m'apporte le côté salariat et ce que j'aime bien pour le moment. Après, ça ne veut pas dire que je vais rester toute ma vie là-dedans, mais voilà. Et vie de famille? Concilier vie de famille avec le job? Comment ça se passe? Alors, vie de famille et job, j'ai toujours été à fond dans le boulot, donc ils savent que j'ai du mal à lever le pied. Mais on va dire que le côté enfant, quand même, d'avoir des enfants, ça te fait relativiser un peu et te dire que le temps passe vite, quoi. Donc, il y a des moments où il faut faire des choix et voilà. Et c'est sûr que ouais, je prends quand même plus le temps pour ma famille que je le faisais avant. Avant, sur la première boîte de coaching, comme je t'ai dit, je travaillais du lundi au dimanche et on faisait peut-être un week-end par an. Alors, on faisait les rois du pétrole pendant un week-end, tu vois. Mais je prenais un week-end par an, quoi. Les vacances, je connaissais pas, quoi. Ouais. Donc, encore aujourd'hui, j'ai du mal à en poser. Hein. Si je te montre mon compteur de vacances salariés, la comptable, elle me dit ils vont disparaître, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux professionnels qui nous écoutent, que ce soit des personal trainers ou des managers, patrons de club? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Ça dépend à qui, mais de persister, enfin voilà, de jamais lâcher les efforts dans ce qu'on veut faire. On se construit au fur et à mesure, donc on ne peut pas être parfait dès le début et avoir le bon mindset ou le bon business plan tout de suite. Voilà, mais il faut jamais rien lâcher, quoi. Voilà, ça. Et apprendre quand même à faire confiance pour les managers, à faire confiance
à ses salariés qui peuvent vous faire grandir aussi. Ça, hein. Ouais, ça c'est pas toujours entendu en tout cas. Comment tu gères toi cette partie management? Comment tu essayes de t'améliorer dans le management? Ouais, alors j'essaye d'être le meilleur. Non, dans le sens où voilà, on va dire que sur la partie où j'ai travaillé en club, clairement j'ai été un peu exploité, quoi. Donc voilà. Et alors je suis peut-être trop gentil des fois maintenant. Mais j'ai connu cette version-là et du coup, je veux pas forcément que les coachs. Je sais la valeur d'un coach. Je sais qu'il y a un gros turnover dans ce métier-là. Et voilà, je veux que mon salarié qu'il se sente bien. Je dis pas qu'il fasse carrière toute sa vie dans la boîte, mais qu'il se sente bien. Et justement, s'il est bien, normalement, il est censé être plus productif. Et voilà, le jour où tu as besoin de lui, il répondra présent. Qu'est-ce que ça a mis en place justement pour tes coachs? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Alors déjà, on n'a pas sur tout ce qui est, on va dire, vacances ou autre, ou planning, on est très très ouvert là-dessus. On discute en permanence voilà, de ce qu'ils ont besoin ou autre. Ils ont la possibilité de faire leur coaching et leur plan d'entraînement, ça sans reverser quoi que ce soit à la société. Voilà, de manière à les encourager là-dedans et à s'occuper encore mieux des clients sur d'autres produits. Voilà, l'idée c'est qu'ils se sentent bien. Et après, il y a des petits détails, mais par exemple, on a une panière de fruits le lundi et le mercredi au club qui est accessible pour nos salariés, quoi. Donc voilà, enfin c'est pas grand chose, mais voilà, des cartes cadeaux à Noël, voilà. On essaye d'être à l'écoute d'eux aussi. Enfin voilà, en permanence, on fait pas des réunions pour faire des réunions, mais voilà, on prend le temps de discuter et de se retrouver sur des moments où on peut parler boulot ou autre, mais voilà, d'être à l'écoute de tout le monde. Merci bien en tout cas, j'ai adoré cet échange. Merci pour ta transparence aussi, pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, ce que je retiens surtout du parcours, c'est qu'on est à un contact d'une opportunité business. On en parlait juste en intro, on disait que le réseau, c'est important. Justement, je m'aperçois que là, à chaque fois que tu as rebondi, parce que tu connaissais un tel ou un client, a fait que, et je pense que c'est aussi un message qu'on peut apporter aux professionnels qui nous écoutent, c'est que oui, le digital, c'est bien, mais le réseau est connecté avec des vraies personnes, c'est ce qui va t'apporter ou qui te permet aussi de pouvoir rebondir s'il y a un problème ou autre. Il y a toujours effectivement le réseau. Tiens, j'ai plus de travail, mais voilà, je suis motivé, je suis prêt à bouger. Si tu as un réseau, tu devrais pouvoir assez facilement rebondir, quoi. Donc, c'est exactement ça. Super message. Merci Maxime. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, vous pouvez me retrouver sur Montpellier à la salle Athletic Fitness. Après, sur les réseaux, en tapant mon nom, tout simplement. Yes. Bon, top. Merci en tout cas, Max. Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire à Max. En tout cas, merci à tous. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.